Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme. Pour faire le débrief de Paris-Nice, on va revenir sur la dernière étape de cette édition 2025 de la course au soleil. Et heureusement elle porte quand même bien son nom aujourd'hui, parce qu'on a eu un temps bien plus sympathique que sur le reste de la semaine, même si on avait un petit peu de vent de face. Du côté de la promenade des Anglais, c'était quand même un peu mieux que d'habitude. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fin que ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Pas de résumé comme sur Tirreno Adriatico, déjà parce que j'ai pris Paris-Nice après Tirreno Adriatico, donc j'ai vu les 52-53 derniers kilomètres. Mais oui, ça a été une journée qui n'a pas non plus été hyper spectaculaire. Il y a eu des éditions de cette dernière étape, on avait vu un petit peu plus de spectacles que cette année. Peut-être que la modification du parcours n'a pas été forcément très bénéfique pour créer de la difficulté avec cette longue descente qui a peut-être un petit peu annihilé certaines tentatives d'attaque du côté de cette journée de Paris-Nice. De toute manière, encore une fois, n'ayant pas vu l'intégralité de la retransmission télé, parce qu'elle commençait à 15h25, moi l'ayant pris plutôt vers 45-50, eh bien forcément ça fait des petites différences, voilà, et donc il me manquait forcément des informations. Ouais, j'ai pas fait de résumé, et puis un petit peu de fatigue. On est en fin de semaine d'une semaine qui a quand même été dure physiquement, avec 2 présentations plus 2 débriefs par jour. Au bout d'un moment il y a un petit peu de fatigue, et puis il y avait la neige ce matin, alors ça m'a peut-être déconcentré, voilà, ça m'a peut-être enlevé un peu de l'ambition dans le travail. Bon, étape 8, donc oui, moins de spectacles peut-être que d'habitude. Ça s'est vraiment joué dans un premier temps au niveau du col d'Èze, premier passage au niveau du sprint intermédiaire. Et puis c'est vraiment là où s'est faite la course. Pas forcément donc sur la montée qui était la plus dure, hein, du côté de Paye. On n'a pas forcément eu des gros écarts en début de journée non plus, mais c'est là où véritablement les différences se sont faites du côté de cette étape. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence avec Magnus Sheffield, l'Américain vainqueur aujourd'hui, qui récompense bien toute cette semaine offensive de la Ineos. C'est vrai que c'est une belle récompense avec cette victoire d'étape. 3e place quand même pour Arensman également sur le fil, mais d'une équipe qui a été offensive pendant toute la semaine, qui a montré vraiment un autre visage que d'habitude. Ce fameux rouleau compresseur de la Ineos, de la Sky, qu'on a tant connu pendant plus de 10 ans, mais qui n'était plus forcément en adéquation avec la force des leaders de cette équipe. C'est vrai que ça marche quand vous avez Pogačar, quand vous avez un coureur comme Jorgensen, comme Vingegaard, quand vous avez Arensman ou Rodriguez sur des épreuves World Tour, vous savez que vous n'avez pas forcément les meilleurs éléments au départ. Donc continuez à avoir cette stratégie-là de dire je fais le rouleau compresseur comme si j'avais le super leader de l'équipe, mais alors que j'en ai plus, c'était plus forcément intéressant, et parfois c'était même ridicule, hein. On l'a vu à plusieurs reprises, un peu comme la Bahreïn qui a aussi cette stratégie-là, mais quand vous n'avez pas le leader, c'est vrai que ça devient presque ridicule dans ce genre de situation. Et ce que j'aime cette semaine du côté de la Ineos, c'est qu'ils ont été offensifs, qu'ils ont tenté de casser un petit peu leur code à eux, de changer un petit peu leur manière de faire. Et je trouve que en plus ça a été efficace, ça a été intéressant, notamment l'échappée avec Foss lors de l'étape de jeudi, la tentative à 3 également mercredi, la bordure où ils arrivent à être dans la bordure avec la Visma vendredi. Voilà, ils ont été efficaces, je dirais, pendant toute la semaine. Et Sheffield, qui de base n'est quand même
qu'un rouleur et coureur de Flandrienne. C'est ça le profil normalement de Sheffield. C'est quand même révélé très bon grimpeur, que ça soit aujourd'hui où il bat quand même sur une étape comme celle de Paris-Nice, eh bien il bat quand même du Tobias Foss, il bat quand même, oui du Tobias Foss, mais il bat quand même du Storer, du Jorgensen, du Van Wilder, du Almeida, il bat quand même du beau monde aujourd'hui à Sheffield, et même au général, où il bat là aussi du beau monde. Il a fait vraiment une semaine très intéressante. Moi, il m'a épaté jeudi. Je le dis à la Côte Saint-André parce qu'il fait 8e sur cette journée sans forcément avoir un profil très puncher et en essayant d'emmener le groupe à un moment. Il n'a pas couru à l'économie sur cette étape-là et je l'ai trouvé très intéressant Sheffield. Et il a été également efficace aujourd'hui sur un parcours où il y a quand même 2700 mètres de dénivelé positif. Ce qui est très intéressant pour les futures courses pour lui parce qu'il est quand même plutôt sur un profil techniquement de Flandrienne, mais ça montre aussi que sur des courses d'une semaine, il peut se mêler à la lutte pour la victoire au général. Je pense sur des courses où par exemple on peut ne pas avoir une grosse opposition, le Tour de Romandie fait partie de ces épreuves, ou sur des courses où on n'a pas forcément des énormes montées, Tour de Slovénie notamment, Tour de Wallonie aussi au mois de juillet, qui pourraient être des courses intéressantes pour lui. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait cette semaine, parce que sur un registre qu'on ne lui connaissait pas forcément, on ne pensait pas qu'il était aussi fort que ça dans ce registre-là, je dirais grimpeur. Grimpeur puncher, il a été vraiment efficace, donc c'est intéressant. Et puis rappelons-nous que Geraint Thomas au départ avait plutôt le profil à la Magnus Sheffield et qu'il a gagné le Tour de France 10 ans après. Donc c'est-à-dire que Sheffield en plus est plus jeune que Geraint Thomas à ce moment-là. Donc on peut avoir des transitions comme ça, et surtout chez Ineos, qui est quand même l'équipe qui est un peu spécialiste là-dedans. Et c'est vrai que Sheffield, je l'ai trouvé très intéressant, et je me dis qu'on n'a peut-être pas encore tout vu du coureur américain, parce que là, il fallait résister à Jorgensen. Il a écœuré Jorgensen quand même. Et puis, il a fait vraiment une très très belle journée, belle attaque au bon moment. Donc non, il y a vraiment des très belles choses. Il a été bon dans la descente aussi, c'est là où il fait la cassure. Donc non, il a été très efficace. Très efficace Magnus Sheffield d'aujourd'hui, donc très très intéressant. Deuxième coureur top, Jorgensen. Deuxième victoire sur ce Paris-Nice, et j'ai envie de dire RAS sur la semaine. Il a jamais été inquiété, en gros Jorgensen. Il a toujours été bien positionné. La journée la plus dure pour lui, ça a été mercredi, où il est devancé par Almeida et il finit 6e. Mais il profite également des erreurs de ses adversaires dans les bordures, que ce soit Almeida ou Martinez. Deux coureurs qui ont eu des moins bonnes jambes sur la fin, là encore Almeida et Martinez, d'un Lipovic peut-être encore un peu temps, d'un Skelmose qui est tombé également, d'un Storer qui était trop loin après le contre-la-montre par équipe, pareil pour Champoussin et Terrada qui était un peu trop loin après le contre-la-montre par équipe. Mais oui, c'est la semaine vraiment RAS, t'as l'impression que tout s'est déroulé à la perfection. Il avait les bonnes jambes et pas jamais inquiété, jamais en difficulté du côté de ce coureur. Donc belle deuxième victoire. Ça en impose un petit peu quand même, 2 victoires sur Paris-Nice. Dans la hiérarchie, dans cette équipe Visma Leasebike, il progresse. Jorgensen, ça montre qu'il est en forme également pour les classiques flandriennes. Parce que je rappelle que c'est également la particularité du profil de Jorgensen, c'est d'être à la fois bon grimpeur, mais aussi bon coureur sur les flandriennes. Et puis, on se dit que sur des courses par étape de 3 semaines, là aussi, il y a des choses qui peuvent être peut-être intéressantes à tenter. Et puis, ça donne du baume au cœur un petit peu à la Visma Leasebike, qui a eu une première partie de saison qui n'a pas forcément été évidente. Et à la fois Jorgensen, à la fois Lafcoy également, ont été efficaces. Donc, voilà, cette victoire, elle fait du bien. Je pense à l'équipe Visma Leasebike, surtout que Tirreno a été compliqué à la fois avec Kyona Utobruk et avec Simon Yates. Donc, du côté des leaders pour le général, ça doit faire du bien
à l'équipe néerlandaise et vraiment RAS, que ça soit aujourd'hui, où il n'a jamais véritablement été inquiété, même par les attaques de Lipovic, ou que ça a été pendant, je dirais, même le reste de la semaine, où ça a été vraiment... ouais, presque trop facile. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu vraiment de suspense, quoi. Du côté de Jorgensen, c'est un peu... Ouais, le seul suspense qu'on a eu, c'est un peu... ouais, mercredi soir. Mais on ne savait pas trop quel était l'état de ses jambes. Mais en fait, à part mercredi soir, sinon sur le reste de la semaine, bah, il a toujours eu un temps d'avance sur ses adversaires. Et puis je termine avec Storer. Ouais, j'avais un peu peur Storer aujourd'hui parce que hier il fait quand même des gros efforts. Alors même si l'étape était courte, qu'ils partent pas forcément dès le kilomètre 0, que l'échappée ils étaient 15 à l'intérieur. Il a quand même fait des gros efforts, il fait 3 km en solo je crois. Et puis même quand il lâche les autres coureurs qui étaient avec lui dans l'échappée, en gros c'est lui qui fait le tempo. Et c'est vrai que je me disais, Storer, comment ça va se passer physiquement aujourd'hui, comment vont être les jambes, et puis comment vont être les jambes de Julien également, qui avait fait un énorme travail hier, qui était complètement congelé, surtout quand il a arrêté son travail. Et ben ça s'est très bien passé pour Storer, parce que certes il perd une position par rapport à Sheffield, mais il reste devant Almeida et il fait quand même 5e du général. Donc autant vous dire que c'est quand même une belle performance pour lui du côté de l'Australien, et ça montre quand même que du côté de la Groupama on n'avait pas réussi véritablement à comprendre sa manière de fonctionner, parce que la Groupama n'avait pas réussi à avoir un coureur aussi performant même sur des courses comme Paris-Nice. C'est vrai que Storer avait eu un rôle d'équipier mais n'avait pas forcément réussi en tant que leader du côté de la formation française. Et puis ça montre aussi que ça reste un coureur qui est en progression d'année en année, et là je trouve que c'est vraiment sa course la plus aboutie cette semaine. Et quand tu retiens qu'ils ont perdu au moins 1 minute sur le contre-la-montre, alors certes il a repris du temps hier, mais en gros voilà, il perd que 3 minutes cette semaine, c'est-à-dire qu'en gros le temps qu'il a récupéré qu'il avait perdu sur la bordure, il l'a récupéré hier, mais il perd 1 minute sur le chrono. Donc en fait en montagne, bah, en gros il était dans le tempo de ses adversaires direct pour les courses par étape de 3 semaines, et ça c'est très intéressant pour la Tudor, et là aussi pour les invitations. Du côté de l'équipe suisse, on commence à extrêmement bien se positionner. Puis du côté de Julien Alaphilippe, les jambes ont été plutôt bonnes encore aujourd'hui, même si tu sentais un petit peu de fatigue. Mais moi, ce qui m'a intéressé aujourd'hui du côté de Julien, vous voyez quand Jalabert a dit c'est qui ce mec-là qui revient de l'arrière, bah, c'est qu'on n'avait pas vu depuis longtemps un Julien Alaphilippe aussi à l'aise en descente. C'est-à-dire qu'il maîtrise son matériel. Ça, c'était une question qu'on pouvait poser, parce qu'il passait de Specialized à BMC du côté du cadre, et ça peut changer pas mal de choses. Et surtout l'an dernier, certes il avait été performant en montagne, mais en descente, enfin en moyenne montagne, mais en descente c'était pas forcément si facile que ça. Je me souviens notamment quand il remporte l'étape sur le Giro, la descente elle est pas si fluide que ça en termes de pilotage. Et là, sur les quelques images qu'on a vues de sa descente, j'avais l'impression qu'il était vraiment à l'attaque et qu'il avait retrouvé de la confiance. Et ça peut être très intéressant pour Julien Alaphilippe de retrouver une grosse confiance dans son matériel et dans ses capacités sur un vélo. Donc ça sera affaire à suivre, mais c'est quand même pas mal. La semaine aussi de Julien, elle est intéressante, même s'il a été peut-être plus discret que ce à quoi on pouvait s'attendre. Il a fait quand même un gros travail d'équipier pour Storer. Et je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes, notamment dans son intégration à l'équipe. Tu sens que ça se passe plutôt bien du côté de Julien. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, Lipovic, certes la semaine est bonne, la deuxième place est intéressante, mais c'est vrai que, comme disaient ces grands philosophes français, toulousains, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Bien, je pense que du côté de Lipovic,
on aura cette phrase-là dans la tête de la chanson de Big Flo et Oli, parce que c'est vrai qu'en réalité, il aura des regrets cette semaine, des regrets, parce que je me dis que hier, il y avait peut-être possibilité de faire mieux et qu'il n'a pas été hyper offensif. Et que là aujourd'hui, il fallait être dans la roue de Jorgensen. Il fallait pas quitter la roue de Jorgensen. Grosse erreur, parce qu'en fait, Jorgensen, il est pas con non plus. Dès qu'il a vu que Lipovic n'était pas dans sa roue, il s'est dit, il va se prendre la cassure. Donc je vais attaquer 2 fois plus fort. Et c'est là où se prend la cassure et l'écart. Voilà, dommage aujourd'hui à Lipovic, parce que il est plus offensif que la veille. Ça c'est clair et net, mais... il fait une grosse erreur aujourd'hui, c'est de ne pas être dans la roue de Jorgensen, et ça pardonne pas quoi, à ce niveau-là, parce que Jorgensen c'est un super cador et qu'il faut pas le lâcher d'un cran. C'est de l'expérience pour Lipovic, ça c'est clair et net, mais c'est vrai que c'est dommageable, voilà, pour le coureur allemand, parce qu'il fait une bonne semaine, mais tout n'a pas été totalement parfait, voilà, pour lui. Et c'est vrai que pour moi c'est une petite déception, voilà, cette erreur, elle lui coûte cher au final, alors en termes d'écart, hein, parce qu'en place au général ça coûte pas grand chose, mais c'est vrai qu'elle lui coûte cher. Le fait d'avoir perdu Sobrero, mais qui je pense devait déjà être cramé. Alors Sobrero, il a fait l'une des chutes, je pense, les plus bêtes que j'ai jamais vues. C'est-à-dire que ouais, se prendre le trottoir comme ça dans un virage parce que tu essaies de voir où est ton leader. J'ai rarement vu une chute aussi bête, mais je pense qu'il a dû se trouver bien con du côté de Sobrero. Et Lipovic, c'est dommage parce qu'il a fait des très bonnes choses cette semaine, notamment lors de l'étape des bordures, mais le chrono par équipe était vraiment bien du côté de la Bora Hansgrohe. Mais là, il manque encore un peu d'expérience à ce niveau-là en tant que leader. Voilà, c'est de l'expérience qui va se faire. Mais c'est vrai qu'hier, je pense qu'il peut attaquer plus tôt et peut-être mettre en difficulté Jorgensen. Et là, je pense qu'aujourd'hui, bah ouais, il faut pas rater la bonne roue parce que ouais, là, ça te coûte extrêmement cher. Et je sais pas s'il a attaqué également au bon endroit. C'est-à-dire que je pense que c'était peut-être plus intéressant d'attaquer sur des pentes plus importantes que ce qu'il a fait, parce que je suis pas sûr que là où il était, vu le vent, il pouvait faire de grandes différences. Mais voilà, c'est de l'expérience qui va se faire du côté de Lipovic. Mais oui, il aura des regrets cette semaine et pas forcément des remords. Van Wilder, ouais, cette semaine, il avait une opportunité, Van Wilder. Il n'y avait pas Paré-Peintre, il n'y avait pas Landa, il n'y avait pas Remco Evenepoel. Autant dire, chez Soudal Quick-Step, il n'y avait pas Merlier, il n'y avait pas Magnier. Donc en plus, tu n'avais pas un sprinter... Enfin si, il y avait Merlier, pardon, mais il n'y avait pas Magnier. Et puis Merlier n'avait pas totalement toute l'équipe à son service. Il y avait quand même une opportunité pour moi, du côté de Van Wilder, de faire mieux que ce classement-là général, qui pour moi est un petit peu décevant. Surtout que au final, le chrono par équipe est pas si mal. Et qu'en fait, c'est surtout en boss où il a été, pour moi, décevant. Il a toujours été un cran en dessous des meilleurs. La réalité, elle a été là. Mercredi, il est un cran en dessous. Il n'est pas dans le premier groupe avec Almeida. Jeudi, il n'est pas dans le premier groupe non plus. Il est un petit peu derrière. Bon, hier, il est aussi distancé. Là, aujourd'hui, il est dans le deuxième peloton. C'est ça qui est un petit peu dommageable, parce que c'est vrai que Van Wilder, ça fait partie des coureurs qu'on attend cette année. On attend qu'il passe un cap. Van Wilder. On attend qu'il prenne du galon, ou sinon il restera toujours dans l'ombre dans cette formation de Remco Evenepoel. Et là, cette semaine, il avait l'opportunité de ne pas avoir Remco Evenepoel, de ne pas avoir les mecs qui pouvaient le gêner. Il n'y avait pas non plus Junior Le Serre, par exemple, cette semaine. Donc il avait vraiment les coups des franches, complètement franches, Van Wilder, et il n'a pas réussi à être suffisamment efficace. Et là aussi, ça sera une déception, je pense, du côté de Van Wilder, parce que ce genre d'opportunité-là, elle ne se reproduit pas 150 fois dans l'année. Et voilà, on attend vraiment qu'il passe un cap, parce que on attend qu'il arrive à être performant sur des courses World Tour. On l'a déjà vu sur des courses de 4-5 jours, hein, le Tour d'Allemagne notamment il y a 2 ans. Mais là, on attend vraiment d'un Van Wilder maintenant qu'il soit beaucoup plus présent
sur des courses majeures du calendrier. Et c'est là où, pour le moment, ça bloque un petit peu du côté de Ilan Van Wilder. C'est vrai que cette semaine, je m'attendais à mieux de lui, surtout quand on voit qu'il finit quand même derrière Almeida, alors que Almeida n'a pas forcément bien fini. Il finit derrière Tobias Foss par exemple, derrière Terrada Champoussin, qui ont fait un moins bon contre-la-montre par équipe, qui n'avait pas forcément la grosse équipe autour d'eux pour le contre-la-montre par équipe. Bon, certes, il finit devant Castrillo, mais Castrillo aussi est un petit peu décevant. Il se prend quand même 5 minutes cette semaine sur un Paris-Nice. Autant Félix Gall finit bien la semaine, autant Vlasov a essayé de tenter des choses, autant lui en plus n'a pas été hyper offensif, même aujourd'hui. Donc là, il y a, pour moi, il y a une déception voilà, sur cette semaine. Certes, il y a une 10e place, mais je m'attendais à mieux voilà, de Van de Wilder. Vu la densité de coureurs au départ, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit dans le top 5 cette semaine. Et il est quand même à 2 minutes 20 du top 5, donc c'est vrai que c'est loin du côté de Van de Wilder. Et puis je termine avec Almeida. Il finit sur les rotules, Almeida. Il finit vraiment sur les rotules. La fin de semaine a été extrêmement compliquée pour lui. Pas dans le coup, tout simplement. Voilà, il a fini complètement explosé pour moi du côté de Almeida. Il n'y a pas eu vraiment l'énergie pour finir la course. C'est décevant parce qu'il partait quand même avec des grosses ambitions et en fait à part mercredi, le reste de la semaine a été difficile. Le chrono par équipe est raté. On va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit hier du côté d'Almeida. Mais tu sens qu'il finit sur les rotules. Il a, je pense, pas supporté le mauvais temps. Il l'a supporté à la loge des gardes, mais ensuite il a peut-être attrapé froid à la loge des gardes ou ça lui a peut-être coûté beaucoup d'énergie au final cette étape-là et de l'énergie qui lui a manqué sur la fin de semaine parce que c'est vrai que sur les 3 derniers jours ça a été quand même compliqué et là aujourd'hui ça joue quand même à pas grand-chose hein, sa 6e place par rapport à Champoussin, ça joue sur le chrono par équipe hein. Le temps perdu par Astana sur le chrono par équipe par rapport à UAE, c'est ce qui fait l'écart. Mais oui, il peut être déçu de sa semaine parce que Almeida, on l'attendait à la bagarre avec Jorgensen, avec Lipovic, ça faisait partie des coureurs un petit peu favoris et mercredi, on était vraiment ambitieux pour lui et au fur et à mesure de la semaine, ça s'est vraiment dégradé pour le Portugais. Alors jeudi, on pouvait se dire oui, la montée est courte, ça lui convient pas, mais là aujourd'hui, il y avait un enchaînement de boss. Normalement, c'est ce qu'il apprécie. Il n'est pas mauvais dans ce domaine-là, Almeida, mais je pense vraiment qu'il était sur les rotules et qu'il n'y avait plus d'énergie. Et puis la UAE, hein, qui a quand même été assez inexistante pour moi sur cette dernière étape, hein, parce que on parle de Almeida. Mais bon, Narvaez, on l'a vu un peu à l'attaque, mais il a quand même été discret. Sivakov, jamais en mesure d'être performant cette semaine. McNulty a même abandonné aujourd'hui, donc ça a été une course difficile. Voilà pour la formation Emirati. Une semaine qui n'a pas été à la hauteur des attentes du côté de cette équipe. J'aurais pu mettre également Martinez, mais je ne sais pas comment il a été lâché, Martinez. Encore une fois, j'ai pris le direct en cours de route. Du côté du français, mais oui, il finit très mal la semaine. Lenny Martinez, sur les 3 derniers jours, entre la bordure, la montagne hier et la montagne encore hier c'était bien passé, mais entre la bordure et cette journée de dimanche, ça a été un peu compliqué. Voilà, Lenny Martinez là, aujourd'hui, il finit à 8 minutes derrière Jack Haig et Zambanini, il y a 2 jours, il avait perdu beaucoup de temps sur la bordure. Plus un relationnel avec Roman Kreuziger. Voilà, on va voir comment ça va se passer pour la suite, mais c'est vrai que Kreuziger, comme je le dis souvent, normalement le linge sale, on essaye de le laver en famille, surtout dans le monde du cyclisme, surtout quand c'est que la première erreur. Normalement, on attend quand même 5, 6, 7 erreurs pour voir des mecs gueuler dans tous les sens. Ça se voit quand même de plus en plus. Hein, on a vu Pedersen cette semaine quand engueulait Ryan Gibbons. Kreuziger, c'est vrai que c'est un petit peu dommageable et puis c'est vrai que comme je disais comme le disait Jalabert, mais je suis assez d'accord avec lui, c'est vrai que Kreuziger il n'a jamais fait une erreur dans sa carrière. Kreuziger, quand tu regardes sa carrière à la fin, tu te dis
quand même, sur les courses par étapes, il y avait peut-être mieux à faire. Et j'ai pas de souvenir que Kreuziger était une machine sur les bordures. Donc oui, il y a des managers qui devraient se rappeler de leur carrière de coureur de temps en temps, quand ce sont des ex-coureurs, et qui devraient se rappeler des erreurs qu'ils ont commises également quand ils étaient coureurs. Mais oui, ça a été une semaine compliquée également pour Martinez, juste en aparté. Voilà pour cette vidéo. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. On garde les différents classements de ce Paris-Nice. Donc Magnus Sheffield, vainqueur de l'étape devant Jorgensen, Gall et un groupe avec Storer, Champoussin, Lipovitz, Arensman. Du côté du classement, premier français de l'étape, donc Champoussin, deuxième Paré-Pinte, troisième Guillaume Martin, qui finit quand même devant Joao Almeida. Du côté du classement général, donc Jorgensen, vainqueur devant Lipovitz, Arensman, Sheffield, Storer qui finit quand même 5e devant Almeida et Champoussin, premier français. Et on a quand même un français dans le top 10 et vous voyez que Isdex Astana a quand même fait 150 et 125 points UCI. Hein, plus la place aujourd'hui, c'est plutôt pas mal du côté de cette formation. Vous pouvez même retrouver, alors là je suis sur Pro Cycling Stats, mais si vous allez sur First Cycling, qui est l'autre site pour les résultats, vous pouvez même voir les classements. J'ai oublié d'ouvrir la page là au moment où j'enregistrais, mais vous pouvez voir le nombre de points UCI marqués par exemple sur telle ou telle épreuve par une équipe, notamment sur les courses par étapes. Ça peut être toujours intéressant, hein. On le regarde souvent, notamment sur les grands tours. Pedersen, donc vainqueur du maillot vert devant Jorgensen et Sheffield. Ça s'est quand même pas joué à grand chose avec Jorgensen, seulement 5 petits points. Zingley 4e devant Storer. Du côté du maillot à pois, Gachignard qui remporte ce maillot à pois. Il n'aura pas les regrets de s'être relevé lors de l'étape de vendredi, parce que pour moi il s'était relevé un petit peu tôt dans l'étape de vendredi. Je pense qu'il a vraiment serré les fesses. Heureusement pour lui, c'est que ça s'est quand même beaucoup partagé les points entre les différents adversaires. Voilà, Gachignard qui a fini difficilement ce Paris-Nice, mais qui remporte le classement de la montagne. Le maillot blanc est remporté par Lipovitz devant Sheffield, Van Wilder, Castrillo et Raoul Garcia Pierna, qui fait une semaine intéressante. Il est 16e je crois cette semaine, ou 17e du côté d'Arkea. Et puis du côté du classement par équipe, c'est Ineos qui s'impose devant la Movistar, Red Bull, XDS Astana et la Decathlon qui prend la 5e place. Et je rappelle que sur ce Paris-Nice, vous pouvez voir que à la fois le classement de la montagne et à la fois le classement du maillot vert ne rapportent pas de points UCI, contrairement au Tour de France. Et voilà, dommage pour Gachignard, dommage pour Mats Pedersen. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé cette semaine en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!